Et donc, je vais vous présenter l'écran et vous faire la présentation donc d'aujourd'hui. Quel était d'abord l'objectif de ces présentations? Quel était l'objectif de ces quelques réunions? Donc, en fait, on avait pour ambition de faire un cycle de 3 conférences. Donc, la première était sur la PAC. Ici, on va parler donc de la valorisation de la laine et de ses coproduits en Wallonie et en Belgique. Et enfin, la dernière, ce sera sur l'élevage caprin en Belgique et en Wallonie en particulier. Donc aujourd'hui, c'était Valbium qui devait présenter, Pauline Gillette chez Valbium qui devait présenter la valorisation de la laine. Je vais tâcher de reprendre ce rôle. Euh, Normalement, on devrait pouvoir répondre à l'immense majorité des questions. Si jamais on en a auxquelles on ne sait pas répondre, euh, on pourra le faire par la suite, vous revenir par mail. Donc, comme ça enregistré, ce sera disponible pour tout un chacun avec un résumé écrit à partir de la semaine prochaine, normalement sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. Et, euh, et donc, si jamais il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à m'interrompre, même pendant la présentation. Normalement, Benjamin sait voir et m'interrompre au cas où. Donc, alors, Valbium, d'abord, qu'est-ce que c'est Valbium? Donc, ils accompagnent des porteurs de projets pour concrétiser des solutions durables en matière d'économie biosourcée. Donc, en fait, Valbium, c'est pour la valorisation de tout ce qui est les produits agricoles non destinés à l'alimentaire. Donc, ils accompagnent, ils collaborent, ils sensibilisent, ils font de la prospection stratégique sur les productions de biomasse, de bioénergie et de produits biosourcés. Donc, c'est notamment la biométhanisation, le chanvre et autres. Alors, ici, en fait, Pauline travaille sur un projet dans le cadre de Circular Wallonia qui va de décembre 22 jusqu'à ici au mois de septembre pour analyser le potentiel de développement d'une filière de laine locale. Nicolas, je te coupe. Ouais, Je ne vois pas ta présentation. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. là, tu la vois mieux. Là, tu la Oui, vois. Non. oui. Là maintenant c'est bon. Ouais. Ok, pardon. Donc, hop, on va remettre en dia pour un main et revenir. Donc, tu la vois toujours, là. Ouais. Ouais, ouais, là c'est bon. Ok, pardon. Donc, Pauline doit analyser le potentiel de développement de la filière de laine au niveau de la Belgique, notamment, et en particulier ce qui nous tracasse, la Wallonie. On travaille quand même avec deux niveaux complètement différents de développement de la filière ovine entre la Wallonie et la Flandre. En fait, la Flandre travaille avec plutôt une diminution du troupeau, passant de 120 000 bêtes à environ 117-118 000 bêtes, moins 2%, tandis que la Wallonie, depuis 2015-2016, on voit une augmentation assez nette des élevages de moutons et des élevages et des éleveurs. On met 2500 brebis en plus par an chez les éleveurs professionnels et on installe à peu près 25 jeunes avec des troupeaux qui restent entre 90 et 95 brebis. Alors, pardon, on voit qu'on a quand même 213 000 moutons pour toute la Belgique, ce qui fait environ 10% du nombre de têtes de bovins. On est environ à 2 millions de bovins en Belgique et seulement 213 000 moutons. Donc, il reste de la place pour en mettre. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que le nombre d'éleveurs en Flandre est beaucoup plus élevé que le nombre d'éleveurs en Wallonie, avec un élevage moyen de 7 moutons en Flandre, tandis qu'on est plutôt à 17 moutons en Wallonie, tout compris. Chez les éleveurs professionnels, c'est-à-dire des plus de 30 moutons, on est à 95, et avec les éleveurs hobbyistes, on est à 17 moutons en moyenne. Donc, on voit que c'est quand même plus facile de collecter en Wallonie qu'en Flandre, vu qu'on est moins morcelé et moins éclaté. Alors, le nombre de détenteurs en Wallonie, donc il augmente quand même relativement fort, avec ce qu'on peut voir, quand même énormément de détenteurs qui ont moins de 10 moutons. Oui, puisque sur 6 000 détenteurs, enfin 5 850 détenteurs en 2021, il y en avait quand même 4 000 qui avaient moins de 10 moutons et seulement 150 qui ont plus de 100 moutons. Donc, effectivement, de nouveau, une disparité énorme au niveau des possibilités de collecte et des possibilités de récolte. Ça va déterminer certains points à l'avenir dans le développement de la filière, en sachant que il y a quand même 4 000 personnes qui détiennent moins de 10 moutons, ce qui représente environ 35 000 brebis. Il faut collecter cette laine et essayer de la valoriser. Alors, le nombre de moutons par taille d'élevage, donc on voit que sur les plus de 100 animaux, on a 37 000 brebis disponibles, 18 000 chez les moins de 10 et 27 000 chez les 10 à 50.
Hein, donc, il y a énormément de brebis quand même disponibles chez les petits troupeaux et à peu près l'autre moitié chez les 50 et plus, donc les 50 et les plus de 100 brebis. Donc, un potentiel de tonnes de laine à peu près équivalente les moins de 50 et les plus de 50. Alors, Pauline a fait une étude parce qu'en fait, actuellement, dans les données sanitaires et dans les données dont on dispose, pardon, on n'a absolument aucune notion de race. Sauf que la race a un impact énorme sur la qualité de la laine, sur son micronage, sur la façon dont la laine se présente pour être valorisée. Pauline a fait donc une étude sur une enquête envoyée par tous les détenteurs d'une adresse mail et d'un troupeau ovin via l'ARCIA. Elle a quand même eu 583 répondants, ce qui représente à peu près 10% pardon, des producteurs, pour 14 500 moutons, ce qui représente à peu près 17% des élevages. Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on est quand même relativement représentatif. Et on a 54 éleveurs qui se disent professionnels, ce qui représente 10%, ce qui est même assez bien représentatif, puisqu'on n'a pas 10% d'éleveurs professionnels, vu qu'on en a que 155 sur 5800 qui ont plus de 100 brebis. Alors, ce qu'on peut voir, c'est quand même que les races viandeuses sont extrêmement majoritaires, avec 60% de présence. On a quand même 10% de moutons qui sont dits croisés. Donc là, il y a certainement du viandeux, de l'espace naturel et du laitier. On a quand même 25% des moutons qui sont dédiés à faire de l'exploitation de zones naturelles, hein, donc typiquement des réserves. Et enfin, on a quand même 6% et demi de moutons qui sont destinés à la production laitière. Et pour finir, seulement 0,9% de races qui sont dites lainières. Alors, j'ai oublié le nom, mais typiquement ici aussi une race lainière. Et enfin, l'Île-de-France, qui est une race mérinisée, donc dont l'arrivée du mérinos dans la race s'est fait relativement tardivement, qui donc reste une race à très très bonne qualité lainière. Et on peut le voir ici, donc on a 16,3% en haut de l'écran, 16,73% pardon, des animaux viandeux qui sont de type Île-de-France. Donc mérénisés quand même relativement tard. Il faut savoir qu'énormément de races ont été mérénisées, donc ont contenu du mérinos, mais certaines races ont eu du mérinos en croisement ou en intégration des gènes plus tôt, et d'autres races plus tard. C'est ça qui va jouer sur la qualité de la laine et sur le micronage, qui est un élément relativement important dans la volonté de valorisation des laines et dans les objectifs de valorisation. Et enfin, ici, le Kerry Hill qui est très, très peu représenté chez nous, mais qui présente quand même de très bonnes qualités lainières. Certains éleveurs sont spécialisés et font de la sélection du Kerry Hill. Ce n'est pas un mouton qu'on retrouve, je ne pense même pas qu'on le retrouve dans le camembert ici, le Kerry Hill, non. Donc voilà, c'est un élevage type mixte, mais qu'on ne retrouve pas énormément chez nous. Alors, toutes les races ont des laines de qualité différentes. Ici, on les a classées en fonction de la finesse, donc du micronage de la laine. Donc vraiment, l'objectif est d'avoir des fils inférieurs à 30 microns. Hein, c'est ce qui permet de les valoriser majoritairement pour les malatlasseries et les textiles, donc les productions à plus haute valeur ajoutée. Une fois qu'on sera au-dessus de 30 microns, en fait, ces laines ne sont pas non valorisables, mais on va plutôt aller sur des valorisations autres, type isolant, tapis, feutre, voilà, des valorisations à moins haute valeur ajoutée. Maintenant, toutes les laines ont une valorisation. Ce qu'on peut donc voir, c'est que l'Île-de-France est présentée en première ligne dans ce tableau, qui est une race quand même relativement bien présente pour ses qualités viandeuses et de désaisonnement, est une race avec des qualités de laine assez bonnes quand même, un micronage relativement fin. On peut voir que le textile, lui, il est plutôt entre les deux. Il se situe à moitié dans le bon, à moitié dans le mauvais. Enfin, dans le trop épais, pardon. C'est pas mauvais, mais c'est trop épais. Le Hampshire, pareil. Le Wesson, hein, donc le Wesson, on a quand même une partie des moutons de Wesson qui ont une laine valorisable en termes de micronage. Le Mérinos, malgré tout, a quand même une partie qui est trop élevée en termes de micronage. On peut voir par contre Cachemire, Angora, ben oui, c'est très très fin comme laine. Ce sont vraiment des laines de très très haute qualité en termes de valorisation pour faire
des fils très, très fins. Alors, ce qu'on doit savoir aussi, c'est que la finesse de la laine est très héréditaire. Donc, si on sélectionne des béliers avec ce caractère-là de finesse de la laine, bien entendu, pour le moment, la valorisation lainière ne sera pas un facteur de rentabilité au jour d'aujourd'hui. Mais si on veut faire attention et redévelopper une filière laine locale, la finesse de la laine et la qualité de la laine est un caractère très, très héréditaire. Donc, sélectionner des béliers ayant ce point-là peut permettre à l'avenir d'améliorer la qualité. Alors, voici toute une série d'usages qu'on peut faire de la laine. On peut aller du costume. Hein. Il faut savoir quand même que, ici, c'est une image d'illustration, mais aujourd'hui, on est le 22. Donc, aujourd'hui commence le mondial de tonte de moutons en Écosse. Donc, cette compétition mondiale où sont représentés des tondeurs français et des trieurs français. Ils ont été entièrement habillés avec des laines françaises et donc ils ont un smoking complet de laine française lavé, travaillé et traité entièrement en France. Donc, c'est possible. On peut en faire de l'isolant, hein, comme on le voit ici à droite au milieu de la slide. Donc, de l'isolant soit en panneau, soit en vrac. Les deux sont utilisables. Il y en a juste un où on demande un peu plus de travail que l'autre pour la mise en panneau, mais tout ça est faisable entièrement en Belgique. On a toutes ces usines par chez nous. De la matelasserie, on peut faire du matelas, de la couette, des coussins et des tapis. Et enfin, le simple pull, enfin le traditionnel pull qu'on a plus facile à imaginer comme valorisation de la laine. Donc voilà, des possibilités quand même assez larges de valorisation en fonction du micronage. Alors, la laine la plus utilisée pour le moment dans nos usines, c'est la laine de mérinos, parce qu'on possède encore, notamment dans le nord de la France et en Belgique, et surtout à l'ouest de la Belgique, des usines de filature, des filatures, de peignage, de cardage, de feutrage à des niveaux industriels. Mais la majorité du temps, utilisent des laines de Chine, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui sont des laines de très, très haute qualité, avec de très grands troupeaux, permettant d'avoir des lots de valorisation relativement larges, hein, où ici, on a 85 000 moutons en Wallonie, avec 35 races différentes, avec très peu, voire pas du tout de mérinos. Donc voilà, c'est complètement différent avec la Nouvelle-Zélande, où on va tondre 5 000 mérinos d'affilée, où en France, on fait des collectes de 12 ou 15 tonnes de laine mérinos en une fois dans 2-3 élevages. Voilà, c'est inadapté à l'élevage en Belgique. Le mérinos, il a des qualités bouchères, mais la principale valorisation reste quand même sa laine. Une laine très fine, très dense et très bien adaptée pour un usage textile qu'on pourrait faire à l'avenir. Quand même garder en tête hein, cette notion au niveau mondial, la laine ne représente que 2% des fibres textiles. Donc voilà, c'est quand même tout le reste, c'est du lin, du coton et énormément de fibres synthétiques. Alors, que va-t-on faire donc de notre laine en Belgique? En Belgique, donc, on possède 213 000 moutons. On a calculé, voilà, c'est une estimation, on va sortir à peu près 400 tonnes, entre 2 kg et 2,5 kg sur une moyenne de l'ensemble de nos races. C'est ce qu'on peut calculer. Maintenant, on a des races à pousse continue, des races à pousse discontinue. On va avoir différentes techniques de récolte. On n'est pas 100% sûr de la présence de Ouessant qui vont produire forcément moins versus la présence d'Île-de-France qui vont produire relativement plus. Donc voilà, l'estimation, elle est à 2,2 kg, 2,5 kg. On fait 400 tonnes. On a de la classification de la laine. Quelles sont les principales règles de classification de la laine qu'utilisent les traders, hein, puisque la majorité du temps, cette laine était vendue par le passé à des traders. Les traders, ils regardent d'abord la couleur. Quand on prend le premier camembert que je vous ai présenté avec les différentes races, on a 72% de laine blanche, 17% de laine colorée. Donc, laine colorée, on parlera les moutons type Baggerbond, noir et blanc, les moutons tout noirs, noir du Velay, les Zwartbles, les moutons roux, parce que ce sont des moutons à mettre à part, la laine est quand même colorée. Et enfin, dans autres, en fait, on retrouve les 11% de moutons croisés, où là, bah, certainement qu'on aura un peu du roux, un peu du blanc et un peu de la noire.
ce que les gens cherchent en premier et la meilleure valorisation reste la laine blanche pour le moment. Les laines colorées n'ayant pas de destination textile de prime abord, auront plutôt des destinations type tapis et isolation. Alors, le micronage, non, la taille de la fibre, pardon, c'est le deuxième critère. Alors, l'idéal est d'avoir une fibre entre 7 et 20 cm, ce qui est quand même relativement élevé quand même. On parle donc du coup d'une tonte annuelle. On va avoir des fibres de moins de 7 cm, des fibres colorées et les fibres autres, parfois de plus de 20 cm, mais on n'en trouve pas forcément en Belgique, des moutons qui, avec une tonte annuelle, font plus de 20 cm. Donc, on a quand même 42% de ces laines qui peuvent se retrouver entre les 7 et 20 cm en pratiquant la tonte annuelle. Les doubles tontes par an, ça crée des laines trop courtes. Ce qu'il faut aussi se méfier dans la longueur de la fibre, ce sont les tontes en fausse coupe. Donc, quand le tondeur passe, il n'est pas passé assez proche de la peau, il repasse, donc il a cassé la fibre au milieu. Donc là, les techniques de tonte et la qualité du tondeur sont quand même relativement importantes pour maintenir une bonne longueur de fibre. Après, une fibre de moins de 7 cm, ce n'est pas non valorisable, c'est juste valorisable pour d'autres choses que le textile ou le fil. Donc, on va pouvoir le faire, par exemple, notamment en matelas. Attention, quand on va dans des fibres vraiment trop courtes, notamment des laines d'agneau, même en isolation, même de l'isolation vrac, on doit peigner cette laine, on doit la carder, et du coup, des fibres trop courtes ne passent pas dans les rouleaux, ne passent pas d'un rouleau à l'autre, mais tombent entre les rouleaux, se retrouvent par terre et sont invalorisables. Enfin, tout simplement, font partie des pertes au rendement industriel. Et alors, on va pouvoir les utiliser donc dans des applications type aussi des langes réutilisables, couches pour bébé, les moins de 7 cm pour la literie, tout ce qui est literie. Et alors, le micronage. Donc, le micronage, l'idéal, c'est d'avoir donc une laine blanche de 7 à 20 cm et de 30 à 35 microns, c'est la majorité, mais l'idéal, c'est de 25 à 30 microns. Donc, on se retrouve avec seulement 5% de nos laines qui sont de qualité textile. Donc, blanche, 7 à 20 cm, 25 à 30 microns, c'est la qualité textile idéale. L'immense majorité des laines restant des laines de moins de 7 cm, des laines colorées, des laines autres, qui sont disqualifiées avant. Et donc, même dans nos 7 à 20 cm, les 30 à 35 microns restent trop épais, trop larges pour la valorisation textile. Attention, ce sont les notions de trader. On aura toujours des filières en circuit plus court, des filières plus de niche qui pourront valoriser ça, même en textile, on n'en disconvient pas. Ici, on est là pour poser un état des lieux, absolument pas pour juger ou pour critiquer une ou l'autre filière. C'est juste, si on part dans des niveaux industriels de valorisation, c'est ça que les traders vont nous réclamer. Donc, on a un potentiel de valorisation textile qui n'est pas extraordinaire et donc, allons chercher d'autres voies de valorisation. C'est vraiment ça ce qu'on veut expliquer. Et donc, le 30 à 35 en literie marche très, très bien. Et c'est le 25-30 qui fonctionne pour tout ce qui est textile. Alors, qu'est-ce qui compte aussi? L'âge de l'animal, le sexe de l'animal, les conditions météo, l'état de santé, les conditions de récolte de tonte. Donc, effectivement, il y a énormément de choses qui vont être prises en compte. Les conditions météo, par exemple, il est beaucoup mieux de tondre un mouton qui n'a pas été en étable et qui rentre seulement qu'un mouton rempli de paille qui a passé tout son hiver dans une bergerie. L'état de santé, une brebis qui a fait un peu de fièvre à l'agnelage, qui commence à perdre une partie de sa laine, qui a une repousse, ça va influencer aussi. L'âge de la brebis, la qualité, le micronage notamment, se dégrade avec une évolution de l'âge des animaux. Et enfin, le sexe aussi pourra avoir une influence sur la qualité de la laine, notamment les brebis tondues juste après la monte et des choses pareilles vont influencer les qualités de la toison. En tout cas, si pas toute la toison, parfois en partie. Donc, les utilisations actuelles. Pour le moment, est-ce qu'on valorise la laine? Dans 67% des cas, on arrive à un non.
Hein, donc, cette enquête a été réalisée en 2023. Hein, ce n'était pas le cas. Pourquoi est-on arrivé à un non? Et en fait, pourquoi s'est-on posé la question? Ça, peut-être, c'est intéressant de l'expliquer quand même. Par le passé, hein, il y a encore moins de 10 ans d'ici, la laine tout venant, juste en triant la blanche de la colorée, partait pour la blanche plus d'1 € du kilo brut. La colorée partait à 50-60 centimes du kilo brut. Ça s'est effondré petit à petit. On a vu une valorisation diminuer en tout venant pour l'export. Hein. Et puis avec le Covid, tout simplement, on a fermé les portes de la Chine. On a commencé à accumuler partout, hein, parce que la Wallonie ne représente que 400 tonnes. Il faut savoir que la France représente 11 000 tonnes. Les Royaumes-Unis représentent à peu près la même chose, l'Irlande aussi. Un petit peu plus bas, pardon, l'Irlande, ils sont à 6 000 tonnes. Donc, on a quand même des gros pays producteurs par ici, des usines de transformation, mais l'immense majorité partait à l'export. Et donc, aujourd'hui, l'export étant fermé, on a 67% des gens qui ne la valorisent plus et 33% à peu près des gens qui la valorisent. On a là-dedans des gens qui font du mulch, des gens qui la compostent. Attention, parce que l'utilisation en mulch et en compost de laine non lavée est interdite. Parce que la laine est un coproduit animal de catégorie 3 et doit donc être traitée comme tel, c'est-à-dire qu'on va comparer la laine à des rumens, à du 5e quartier. Hein, typiquement, c'est comparable à un estomac, à un foie, à un cœur d'animal. Donc, on doit la laver et la traiter avant de pouvoir l'utiliser en agriculture. Alors, des utilisations personnelles, donc il y a 6,6% des éleveurs qui disent utiliser personnellement leur laine. 8,1% la vendent, parce qu'il y a quand même encore quelques voies de valorisation, notamment en bio ou dans certains circuits plus courts, où les éleveurs vont la vendre pour utiliser les laines Lanadou, typiquement, c'est ce qu'on va retrouver, ou un petit peu chez Wool Concept, où des éleveurs vendent de la laine là-bas. Et enfin, des dons sur Internet avec dans des dons pour soit des associations, soit des gens qui veulent revaloriser de la laine, soit pour utiliser en compost et en mulch dans des potagers en permaculture notamment. Voilà. Un petit peu ce qu'on voit pour le moment. Donc, on a quand même encore 30% qui est valorisé, mais majoritairement à faible valeur ajoutée, puisque la vente, ça dépend comment, mais on peut entendre de 1 € du kilo, ce qui reste quand même une belle valorisation, à 10-15 centimes. Alors, à quoi pourrait ressembler une filière laine en Belgique? C'est quand même ça l'objectif, c'est d'essayer de développer une filière, de redévelopper une filière locale. Quand même se dire qu'on a malgré tout réussi à passer la mondialisation et la désindustrialisation en maintenant des outils de transformation. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on arrive à trouver des consommateurs pour acheter nos produits, on peut tout faire en Belgique. En Belgique, on a un lavoir à 5 000 tonnes de laine par an, ce qui est quand même le plus gros lavoir. En France, il reste 2 lavoirs, il n'y en a aucun qui fait plus de 1 000 tonnes. Donc, on a quand même un lavoir qui est à un niveau industriel. En Europe de l'Ouest, on est les seuls. On a filature, cardeur, peigneur. On a pour faire du piquetage, mais là, je vous avoue que j'ai oublié le nom et Pauline saura mieux utiliser le terme technique que moi. Et donc, c'est pour permettre de feutrer et pour permettre de construire les panneaux d'isolant. Donc, tout ça, c'est disponible en Belgique. Ils travaillent énormément à façon. Ils ont survécu, il faut rester honnête, grâce à la fibre synthétique. Donc, ce qu'on a, on a des moutons qui font de l'élevage. Ça, c'est bien, c'est déjà le cas chez nous. On a des tondeurs. On a très, très peu de bons tondeurs. Il y a une équipe qui tourne pour la Wallonie et la Flandre, avec des tondeurs qui sont quand même d'un niveau professionnel, qui ont été formés en Irlande. Eux travaillent relativement bien pour la qualité de la tonde. Sinon, l'immense majorité des tondeurs sont des gens qui ont acheté des tondeuses et qui sont mis à tondre, qui n'ont pas forcément une grande technicité, donc font beaucoup de fausses coupes, tondent dans des mauvaises conditions, récoltent autant de végétaux que de laine. Donc voilà, la tonte pose déjà un énorme problème à ce niveau-là. Enfin, le tri, hein, c'est la deuxième étape qui se fait directement au moment de la tonte. Je connais assez peu de tondeurs qui tondent avec des tables de tri. Et en fait, le coût de la main-d'œuvre versus la valorisation de la laine pousse énormément de tondeurs à ne plus trier du tout.
sachant que le minimum, on le verra plus loin dans la présentation, est quand même de trier au moins les laines de panse de joue et ensuite d'aller chercher une plus belle valorisation pour l'ensemble de la toison. Mais donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on a des balles de laine, imaginons bien triées quand même, avec la noire, la blanche, la colorée, les laines de panse et de cou, avec à côté les laines les toisons, les belles toisons. À partir du moment où on est là, on pourrait travailler à une granulation. Donc la granulation, c'est un projet sur lequel Pauline travaille énormément. Donc c'est un système d'hygiénisation de la laine, de mise en pellet de la laine, un pellet type poêle à pellet, hein, donc vraiment granulé comme un granulé qu'on donne aux moutons, un granulé en pellet, tout simplement. Et ça, pour l'utiliser en valorisation en engrais. Engrais pour tout ce qui est torf, hein, donc vraiment pour aller chercher le particulier qui va utiliser ça dans ses géraniums pour le côté amendement organique et aussi toutes les qualités de la laine qui va être la rétention d'eau, le maintien de l'humidité et autres. Pour faire ça, actuellement, la technique est disponible. Les financements ne sont pas excessifs et mettre en place une usine de granulation en Wallonie, c'est clairement faisable. Toute la problématique se situe sur le côté institutionnel et réglementaire. Et là, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la laine, c'est un produit animal de catégorie 3. En étant considéré comme tel, il doit être hygiénisé. Le système d'hygiénisation complet, c'est 5 heures à plus de 100 degrés, ce qui est relativement élevé pour une utilisation en ferme. Par exemple, vous pourrez imaginer une usine dans une ferme avec la granulation. Consommer autant d'énergie pour chauffer le pellet permettra quand même assez peu de dégager une rentabilité. Et après, c'est l'utilisation du pellet comme engrais sur des cultures soit de rente, soit même des cultures en bac de fleurs ou des cultures particulières pour un potager. Actuellement, c'est interdit parce qu'il n'y a pas eu de lavage complet de la laine. Donc voilà, la granulation, ça reste quelque chose de possible à partir du moment où on aura toutes les autorisations. Pauline travaille énormément là-dessus. Ça avance, mais c'est pas magique non plus. Hein. On ne fait pas changer des lois et des textes européens, fédéraux et régionaux sur 3 coups de cuillère à peau. Ensuite, le lavage. Donc, la meilleure façon de laver, c'est d'aller chez Tretex ici, hein, donc à utiliser le plus bel outil qu'on a. Le lavage se fait chez eux et ils acceptent des lots dès 200 kilos, pardon, avec une diminution du prix à partir de 500 kilos. Un prix donc, qui va moins de 500 kilos à 1 tonne, 5 tonnes et puis 5 tonnes et plus. Donc, l'idéal dans ce cas-ci, si on veut faire du lavage, c'est quand même d'essayer de se mettre dans la situation 1 tonne, 5 tonnes, donc de venir avec environ 5 à 600 toisons minimum pour faire un lavage. Le lavage, on paye le lavage en fonction de la qualité du tri, tout simplement, puisque plus le rendement de lavage sera élevé, moins le prix par kilo sera élevé. Donc, c'est-à-dire que quand vous amenez 1 tonne, si vous récupérez 400 kilos, donc un rendement de 40%, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous récupérez 750 kilos avec donc un rendement de 75%, où là, tout simplement, dans l'usine de lavage, ils peuvent réutiliser plus facilement l'eau, ils ont moins de problèmes de déchets. Et puis, quand vous amenez 1 tonne et que vous récupérez 400 kilos, eux, ils ont 600 kilos de déchets à traiter. Dans l'autre cas, ils en ont 250. Donc, voilà, c'est ça qui fait principalement le prix. Alors, une fois lavé, hein, on a assez peu de possibilités de valorisation comme telle. L'étape suivante, obligatoire, reste le cardage. Peignage, cardage, des usines existent encore du côté de Tourcoing. J'ai eu l'occasion d'en visiter une le mois dernier où ils ont des ateliers dédiés exclusivement à la laine. Ils travaillent à façon et font des batchs des 200 kilos. Hein, donc 200 kilos, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Si on démarre avec 500 kilos de laine à laver, 200 kilos, voilà, c'est atteignable, c'est 250 à 300 brebis tondues. Ce sont des volumes quand même relativement faibles, donc ils sont au service des éleveurs. Après, une fois cardé, on peut l'utiliser assez facilement en literie pour tout ce qui va être coussin et matelas.
hein, s'il reste une valorisation possible, assez peu développée quand même chez nous. Ensuite, on va avoir le feutrage qui va permettre de développer des panneaux d'isolant. On peut avoir, avec le cardage, le peignage, qui va nous amener en fait des bobines de fil à amener au filage. Donc ça, c'est pour avoir un fil cardé, peigné. Alors là, on a un fil qu'on appelle fil cardé, peigné. Ou alors, du cardage, on va au filage. Et là, on a un fil cardé, filé. Donc, les deux… Hop, quelqu'un veut nous rejoindre. Donc, on a les deux types de fils. Si vous voulez connaître la différence entre un fil cardé filé et un fil cardé peigné filé, je ne saurais pas vous le dire. Moi, je ne suis pas assez expert pour ça. Mais si vous voulez connaître la différence, je peux demander à Pauline de le faire. Et alors, une fois qu'on a du fil, plusieurs solutions. Soit on part directement en tricotage pour faire des pièces, hein, type pull, t-shirt, pantalon, chaussettes. Ou alors, on part en tissage pour sortir tout simplement des draps qui serviront à faire du tissu par la suite pour couvrir des sièges, par exemple, couvrir des meubles, de la décoration. Donc voilà un petit peu le schéma. Si on dit qu'on part avec 400 tonnes par an hein, de tonte qu'on produit, on a 200 tonnes à peu près qui doivent partir dans la granulation par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Énormément de moutons dans les petits troupeaux, des tondeurs qui ne sont pas forcément d'une qualité extraordinaire de tonte, des conditions de récolte hein, et de tri qui sont relativement mauvaises, des doubles tontes, quand on va tondre des agneaux, quand on va tondre des brebis 2 fois par an. Voilà, tout ça, des laines de moutons nains et autres. Tout ça, on estime à peu près 50% qui peuvent plus facilement finir en granulation, comme ça on ramène de la valorisation. Et enfin, 200 tonnes par an qui partiraient au lavage, une dizaine de tonnes qui peuvent être utilisées telles quelles pour faire produits anti-mythes et isolation en vrac, et à peu près 90 tonnes par an qui partiraient au cardage. On imagine une vingtaine de tonnes dans l'isolation et 70 tonnes dont on doit trouver. Du coup, ouais, le passage entre 200 tonnes et 100 tonnes, hein, parce que je n'ai peut-être pas expliqué ici, hop, le passage de 200 tonnes, on en met 10 tonnes et 90 tonnes, parce qu'on estime un lavage à 50% de rendement moyen. Hein, donc, il y a tout simplement 100 tonnes qui disparaissent à l'égout. Donc, 20 tonnes en isolation, 70 tonnes qui iraient en filage. Et c'est là où il faut trouver, du coup, une valorisation. Et si on imagine 70 tonnes en filage, ça nous fait à peu près 200 000 pulls par an à valoriser quand même en Belgique. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas impossible non plus. On a 11 millions de consommateurs. Si chaque consommateur est prêt à acheter un pull tous les 5 ans, ben, en fait, il doit en acheter un tous les 50 ans pour qu'on puisse équiper tout le monde. Pardon. Tous les 5 ans, tous les 50 ans. Et un pull comme ça tient relativement bien. Et on sortirait avec des pulls, quand on compare avec des chaînes françaises, entre 250 et 350 euros. Ça reste un budget, mais on n'en a que 200 000 à vendre par an. Donc, jouable, ça peut être jouable. Alors, c'est un petit guide de critères relativement simples pour arriver sur une filière laine de qualité. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça? C'est tout simplement qu'on a remarqué quand la laine valait 1 euro, on y faisait encore un peu attention. On essayait de ne pas vendre tout et n'importe quoi au marchand. Et comme le marchand ne regardait déjà pas trop et donnait 1 euro en ligne, on lui a quand même poussé pas mal de tout et n'importe quoi. Et plus le prix a descendu, parce qu'il n'est pas passé d'1 euro à 0,15 en une fois, il est passé 90, 60, 65, 55, puis 40, puis 30, puis enfin 0. Et chaque fois, on a vu des qualités de laine se dégrader, on met moins de personnel sur les chantiers de tonte, on finit dans certains cas, dans beaucoup de cas quand même, vu qu'on a 4000 éleveurs de moins de 10 brebis, on tombe dans les loges sur les végétaux. Les végétaux, c'est le premier problème pour les laveurs, pour les cardeurs et les peigneurs. C'est vraiment un immense problème, les végétaux, surtout les chardons. Donc, tondre au mois de mai dans une prairie bouffée de chardon, il vaut mieux laisser la laine là, sur place et la mettre en granulation. Donc, voilà pourquoi on arrive sur ce petit guide. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la qualité dépend de l'usage. Est-ce qu'on va l'utiliser en literie? Est-ce qu'on va l'utiliser en isolation? Est-ce qu'on va l'utiliser en engrais? Parce que, bon, finalement, pour faire du pollet en engrais,
tondre dans la loge sur de la paille, ça ne pose pas vraiment de problème, puisque s'il y a de la paille, c'est quand même déjà un engrais, la paille et le fumier, puisque c'est ce qu'on utilise sur nos champs. Donc voilà, la qualité dépend de l'usage, c'est très important. Il faut connaître avant de tondre ce qu'on va en faire. La race, la génétique, l'état de santé aussi. Hein, quand on tond des brebis, essayons de regarder la toison sur la brebis avant de prendre une décision de sa valorisation. Hein, et essayons de ne plus mélanger tout dans la même balle de laine, dans le même curon, parce que tout simplement, quand on mélange un ouessant avec une brebis Île-de-France, une brebis de 5 ans avec une brebis de 1 an ou 2 ans, et enfin une brebis malade qui sort d'une sale fièvre avec une brebis en pleine santé. Voilà, tout ça sont essayons de ne pas les mélanger, essayons de trier au moment de la tonte. Donc il y a quand même un gros facteur d'éducation des éleveurs à faire aussi à ce niveau-là. Enfin, la qualité de l'élevage hein, et la qualité de la météo. Donc, tondre des brebis et garder toute la laine de brebis qui viennent de manger pendant 4 mois dans un râtelier suspendu au-dessus de leur tête. On sort quand même avec des toisons qui sont relativement sales hein, au départ. Bien sûr, il n'y a aucune critique par rapport à l'élevage là, c'est juste que essayons de lâcher la brebis et de la tondre peut-être en juin. Après 2 mois d'extérieur, elle se sera peut-être remise plus propre. Maintenant, si elle est dans un pré rempli de charbon, ce sera peut-être pire. Enfin, la qualité de la tonte, hein, là, on est bien d'accord qu'un bon tondeur, c'est primordial. Il conseille de tondre hein, pour une bonne qualité de la laine, de tondre à sec et à jeun. Maintenant, tondre des moutons secs, ça, c'est relativement facile à obtenir. Des moutons à jeun sur des brebis pleines, voilà, il y a des notions d'élevage qui permettent de dire quand même que tondre à jeun, ce n'est pas l'idéal, notamment pour les toxémies de gestation, mais pour toutes les personnes qui vont tondre des moutons plutôt en fin de gestation que des moutons en lactation ou des moutons à l'entretien. Donc, typiquement, tous les éleveurs qui tondent juste avant l'agnelage, à jeun, voilà, des raisons zootechniques poussent à pas être tout à fait d'accord avec ça, mais sinon, c'est l'idéal pour avoir une bonne qualité de tonte. Une zone de tonte propre, hein, on tombe sur un plancher, sur une bâche, même la bâche est un peu moins confortable que le plancher, mais on ne tombe pas par terre, on ne tombe pas ici, le mouton, juste avant, on voit de la paille, hein, là où est le pied de la personne, on devine son pied, ben, toute cette paille-là, on essaie de ne pas la voir dans la toison. Alors, des laines feutrées et des laines pleines de végétaux, ben, c'est à proscrire. Essayons de les évacuer. Essayons d'évacuer toutes les laines de ventre, les crottes, tous les jarrets. On essaie de les mettre de côté. Tondre un mouton avec un arrière-train rempli de déjections au mois de mai, c'est quand même à proscrire. Essayons de trier ça au départ. Et enfin, un calendrier de tonte. Bon, ce mouton est très sympathique, mais je ne suis pas sûr que la qualité de sa laine soit exceptionnelle. Là, on parle plus d'une tonte bien-être animal que d'une tonte réellement liée à la volonté de production lainière. Tonte des brebis en lactation, souvent, ce sont des brebis qui sont en production et donc leur laine est peut-être de moins bonne qualité à ce moment-là. Mais maintenant, ils sont au mois de mai, ils sont en extérieur. Donc voilà, tout ça, c'est un compromis à choisir, bien entendu. On ne dit pas qu'il faut tondre que des brebis à l'entretien et qu'on fait 4 mois à l'extérieur. C'est pas qui sont à jeun et à sec. Il y a d'autres raisons aussi zootechniques et sanitaires. Mais donc, on préfère essayer de tondre pas en lactation. Stockage de la laine dans des curons ou des big bacs secs et propres. Le curon, quand même, la balle de laine est à préférer au big bac parce que souvent, après quelques mois de stockage, le big bac, il sèche. Il y a certaines fibres qui peuvent se mélanger avec les fibres de la laine. Et en plus, le big bac, il respire moins bien que le curon. Et donc, il y a une qualité de la laine qui se détériore plus rapidement. Mais sinon, un stockage sec et propre est impératif. Laisser de la laine se faire pleuvoir dessus, c'est tout simplement laisser la possibilité à des bactéries de se développer, sachant qu'il y a quand même 15% de graisse dans la laine avec la lanoline. C'est un bel espace pour se développer, humide et nutritif. Enfin, notre objectif, c'est quand même d'essayer d'éviter, donc continuer à en brûler. Cette photo a été prise en Corse. La laine, ça brûle très mal, hein, il faut rester honnête, ça se consume.
Si vous voulez brûler de la laine, on vous conseille quand même de la brûler relativement fraîche, puisqu'elle est composée énormément de graisse, ça brûle mieux que de la brûler plus tard. Et en plus, la kératine, c'est vraiment pas l'idéal à brûler. Et si on pouvait arriver, donc, en respectant tout ce petit guide de brûler de la laine, à plutôt utiliser cette laine pour en faire du textile, qui est la plus belle et la plus haute valorisation, ce serait l'idéal. Alors, pour aller un petit peu plus loin, hein, quand même, parce que j'avais promis tout à l'heure d'en parler, le tri d'une toison. Alors, je ne sais pas si on sait bien lire, mais non. Le tri d'une toison, ça se fait à la tonte et sur une table, hein, une table de tri. Ici, regardez une table de tri, quelques branches de noisetier en 2 tréteaux avec deux chevrons, 2 longerons. Ça fonctionne très, très bien. On va retirer directement toutes les zones rouges ici. On a oublié la deuxième patte à l'avant. On va retirer donc les zones rouges. On va retirer le milieu du dos. Souvent, c'est là où on va retrouver aussi pas mal de végétaux liés au râtelier, aux pailleuses, à tous ces types d'alimentation en hiver. Et enfin, essayer de garder donc les 2 flancs et vraiment le début du cou. Ce sont les laines de plus haute qualité. Alors, peu d'élevages qui restent spécifiquement dédiés à la laine, ça c'est quand même un fait en Belgique. Beaucoup d'élevages de petite, voire extrêmement petite taille, donc très très complexe pour la collecte, très très complexe pour avoir une qualité et une homogénéité de ces laines. Et enfin, bien choisir ces fibres en fonction de l'usage. Il n'y a pas que le mérinos et on ne doit pas sortir que des t-shirts extrêmement fins ou des chaussettes hein, qui restent quand même très très complexes à développer. Donc voilà, moi je vous remercie. Voici les coordonnées de Pauline qui fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Moi je suis aussi là pour vous répondre. Et si vous voulez, on peut peut-être continuer parce que j'ai encore quelques slides sur les pellets. Si ça vous intéresse, on peut discuter spécifiquement des pellets qui est le projet sur lequel Pauline travaille. Ou alors on peut poser des questions, ce que vous voulez. Moi, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez qu'on continue sur le pellet. Je ne vois rien dans la discussion. Bonjour. Peut-être, Oui. merci beaucoup pour toutes ces informations et pour les informations de Pauline. Est-ce que je peux juste apporter 2-3 petites précisions puisque je connais quand même relativement bien la laine, puisque c'est mon métier depuis 10 ans, même plus 15 ans. Il y a quand même d'autres lavages de laine en Europe occidentale que Tretex. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, en particulier un très très grand en Angleterre et un autre en Italie. Donc c'est logique que nous on utilise Tretex, mais il y en a quand même d'autres. Et il y a pour moi une petite confusion entre feutrage et aiguitage. Et c'est très très différent parce que le feutrage, c'est comme quand vous mettez votre pull en laine à la machine à laver qui rétrécit très fort et qu'après on peut plus différencier, enfin on peut plus étirer. Alors que, et donc ça utilise les propriétés physico-chimiques de la fibre qui vraiment a les écailles qui s'ouvrent, qui s'entremêlent lors du frottement. Alors que tout ce qui est isolant et ce qui était présenté comme produit dans le schéma de Pauline avec les différentes étapes de transformation, c'est de l'aiguitage. D'ailleurs, la photo qui est mise, j'en suis d'autant plus certaine, c'est une photo à moi, manifestement. Il y a quelques photos de Pauline qui pourraient être créditées, à mon avis, à d'autres personnes. Comment dire? Donc, en fait, la nappe de laine gardée passe dans un système avec des aiguilles qui montent et qui descendent. Et donc, là, on a une nappe de laine qui est densifiée, mais qui n'est pas du tout feutrée, donc qui n'est pas du tout solide. Un feutre, moi, entre autres produits, moi je produis du feutre, mais je veux dire, il faut un cutter rotatif ou des très 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 bons ciseaux pour couper un feutre de 3 mm, alors que quand c'est de l'aiguilleté, ce qu'on utilise pour l'isolant, ça peut se déchirer au frottement, c'est pas solide au frottement, donc on ne peut pas en faire des vêtements, etc. On doit garder ça dans certains usages bien précis.
Et alors, vous parliez aussi de la différence entre fil cardé et fil peigné. Dans le peignage, en fait, on va retirer toutes les fibres très courtes et toutes les fibres très longues. Donc, on va homogénéiser la taille des fibres. Et ça va permettre d'avoir après un fil qui est beaucoup plus dense, dans lequel on a beaucoup moins d'air, qui va être plus doux, puisqu'il n'y a pas de petites fibres qui stitch, comme on dit en Wallonie, qui sortent du fil. Mais donc le fil va être plus doux, mais moins chaud, parce qu'il a moins d'air à l'intérieur, alors qu'un fil cardé, il y a des petites fibres qui parfois sortent du fil, et donc le fil va être un petit peu moins doux, mais par contre il va être plus chaud puisqu'il contient beaucoup plus d'air. Voilà, et alors qu'est-ce que j'avais encore oui, tout ce qui est peignage et feutrage, à ma connaissance, il n'y en a pas en Belgique. Hein, donc le peignage que vous avez été visiter, c'était bien du mortier, donc c'est en France, c'est pas, Ouais, c'est en France. c'est pas en Belgique. En fait, c'est pas très très loin en France quand même. Non, c'est pas très loin, mais bon, c'est le seul Ouais. peignage de toute la France, donc on va pas s'approprier. Ouais, mais c'est Et, en France. et alors au niveau du prix au kilo, le prix a forcément très très fort baissé, et puis il a remonté, il a rebaissé. Bon, en 2010, quand j'ai commencé, on estimait que le prix était très bas, il était à 1 euro. Donc maintenant, on se réjouirait d'avoir ce prix-là. Mais je voudrais quand même vraiment insister sur le fait que tant que la laine n'a pas de valorisation, n'a pas de produit, elle ne vaut rien. La preuve, elle reste dans les élevages. Pour ma part, ça fait 10 ans que j'achète la laine entre 3,50 € et 6 € du kilo. Et je vends mes produits finis. Parce qu'en fait, dans une paire de chaussettes, qui est un produit très simple, la valeur de la laine en soie est finalement très faible. C'est de l'ordre de 40 ou 60 centimes. Je ne sais plus, vous avez fait les calculs. Autour de 40 ou 60 centimes, la partie de la chaussette qui représente, la partie du coût, du prix de la chaussette, du prix client, qui représente la laine en soie, est de l'ordre de 40 centimes, alors même que je paye la laine 4 € du kilo. Donc, une fois qu'on transforme la laine et qu'on lui donne une valeur ajoutée, on peut vraiment avoir des prix qui deviennent non seulement qui couvrent le prix de la tonte, mais qui donnent un bénéfice quand même aux éleveurs. C'est clair que pour certains produits, quand j'achète la laine 6 € du kilo, bon voilà. Mais de façon habituelle, j'achète la laine à 4 €. Ben voilà, c'est quand même voilà, mais c'est tout à fait possible. Mais donc je trouve que c'est important de dire que c'est une fois qu'on lui a donné une valeur ajoutée, qu'elle est transformée en produit, qu'elle acquiert de la valeur. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui où il y a des centaines de curons, ou si pas des milliers de curons qui traînent un peu partout dans les hangars. On n'a pas de chiffre pour la Belgique, mais pour la France, j'en ai eu. C'est 6 000 tonnes qui restent dans les hangars sur les 11 000 produits en 2022. Donc, et 500 tonnes valorisées sur le territoire français et 4 500 exportées. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que le prix de la laine initiale ne représente pas grand-chose dans le prix du produit fini. Ça, on est bien d'accord. Ce que je suis intimement convaincu aussi, c'est que pour développer une filière, il faut d'abord avoir des consommateurs. Il y a un moment, en fait, il faut arriver à vendre nos produits, mais surtout, il faut avoir une qualité et un traqué au niveau du système d'élevage et de tonte. Je pense que là, il y a énormément à faire. Une des pistes de solution, attention, ce n'est pas du tout encore une solution, qu'on réfléchit avec certains éleveurs, c'est de leur faire laver leur laine, en fait, pour les sensibiliser. Vu que le prix du nettoyage est fonction de la qualité de rendement, en fait, tout simplement. Plus on a une laine de qualité, meilleur sont nos rendements. On se dit que peut-être on sensibiliserait les éleveurs en leur faisant nettoyer leur laine. Mais bon, une fois nettoyée, il faut quand même la vendre. Et pour le moment, donc, est-ce qu'on va demander aux éleveurs d'investir dans du nettoyage de laine, ce qui n'est quand même pas bon marché. L'autre jour, on avait fait comme ça à la grosse touche des estimations. Ça revient à 1,10 € du kilo brut, donc du kilo de laine brute, le nettoyage. C'est plus ça maintenant. Enfin, ça dépend combien vous lavez. Mais, l'éleveur avec qui on discutait vendredi, on a lavé 3 tonnes au mois de février. Oui, ok, 3 tonnes. Vous avez peut-être. Il a lavé 3 tonnes au mois de février pour
pour un certain volume. Donc, ça revenait à 1,10 € à peu près. Hein, j'ai plus le chiffre exact. Mais enfin, si les éleveurs doivent payer 1,10 € pour une laine qu'ils n'arriveront pas à valoriser derrière, c'est quand même compliqué. Donc, voilà, on n'a pas de piste exacte. Moi, je suis intimement convaincu que pour toute une série de moutons, type tondeuse de fond de jardin, avec des tondeurs, on ne peut pas demander à des tondeurs professionnels qui se forment en Irlande de passer leur vie pour tondre 15 moutons sur la journée en Bien 12 sûr. Ils clients. ne le font pas d'ailleurs. Mais non, ce sont souvent des tondeurs hobbyistes qui font ça après journée. Et tant mieux, au moins les moutons sont tondus. Finalement, on a enlevé la laine, c'est le principal, on a fait le bien-être animal. Moi, je suis relativement content une fois que ça se passe comme ça. Au moins, on respecte l'animal. Voilà, c'est pas l'idéal pour la laine, je suis entièrement d'accord. Mais c'est une solution et cette laine-là, si on peut demain la valoriser dans du pellet, dans de la biométhanisation, même tout simplement l'évacuer, ça permettra de ne pas la retrouver dans les fumiers, de ne pas la retrouver au bord des ruisseaux. Et ça reste un produit dangereux quand même, la laine, il ne faut pas l'oublier, de son côté vecteur de maladie pour les troupeaux, hein, vecteur de gale et autres. Donc, si on Et pouvait c'est la laine évacuer… qui est la plus difficile à collecter. Hein. Ah oui, 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 en plus. Donc, Hein, je veux dire, combien de fois il y a des 2-3 toisons qui ont été simplement mises dans un sac, ben oui, un peu partout au parc à conteneurs. C'est clair que si il y a 3 moutons et que le tondeur ne reprend pas la laine, ben, il peut juste essayer de se débrouiller chaque année. Mais c'est la laine qui est quand même la plus difficile à collecter. Et le prix de sa collecte va coûter plus cher que la valeur éventuelle, même transformée en pellet. Donc, moi, ouais, je suis même pas si on sûre. donne 1 € du kilo, quelqu'un qui amène 5 kilos, rien que de lui faire une facture et un versement, ça coûte plus que 5 €. Oui, mais si vous la valorisez en pellet, vous n'allez jamais l'acheter 1 € du kilo. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, cette laine-là, personnellement, moi, je me concentrerais sur les laines qui peuvent avoir une plus-value et une valeur ajoutée, parce que celui qui a 10 moutons, bah, son objectif, c'est même celui qui a 40 moutons, c'est d'éliminer la laine, c'est de s'en débarrasser, c'est pas de la valoriser. Celui qui a 200 brebis, bah, c'est un professionnel, donc il a un équilibre économique à préserver et le prix de vente de sa laine devient un élément parmi évidemment plein d'autres, mais un élément dans son équilibre ou son déséquilibre économique. Donc, enfin, voilà, tous les très petits éleveurs, ok, il y a plein de laine, mais le prix de la collecte va coûter plus cher que ce qui sera fait comme Moi, produit. c'est pour ça que si on peut développer juste des camions, entre guillemets, poubelles, on s'entend sur le mot, où les éleveurs vont conduire leur laine gratuitement, on la reprend et on la conduit dans une centrale, soit de biométhanisation, de granulation, de n'importe quoi, pour arriver à payer l'évacuation et les gens qui collectent cette laine, pour moi, c'est suffisant. On est bien Oui. d'accord. On n'en Il y a fera pas des quelques années, t-shirts. j'avais contacté Idelux à IVE, donc l'intercommunal en province de Luxembourg de gestion des déchets et enfin, des poubelles, etc., pour faire ça. Et ils avaient fait leurs calculs, hein, ils avaient refusé. Ouais, ouais. Ils avaient refusé parce que c'était trop cher, le camion poubelle et les deux gars qui sont avec, Ouais, non, non. même après en revendant la laine pour ben, en l'occurrence pour faire de l'isolant ou pour faire des pellets en Hollande, puisque c'est ça qu'on avait imaginé à ce moment-là, ça coûtait plus cher que le prix qu'ils allaient revendre la laine. Donc, ils ont Mhm. Et en plus, les autorisations de transport. Donc, Bon, dans un camion poubelle, c'est peut-être plus facile, mais bon. non, non, parce Voilà, qu'il faut qu'il en soit… tout cas, voilà, pour votre information, en tout cas, Idelux avait refusé il y a quelques années de le faire. Ouais, ouais, mais c'est parce que je pense qu'ils n'ont déjà pas les autorisations pour transporter de la laine. C'est pour transporter de Oui, la mais laine. c'était pas cette question-là, parce qu'on Ouais. on n'a même pas pu aller jusqu'à, OK, comment est-ce qu'on obtient l'autorisation? Parce que ça, on peut toujours l'obtenir. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et pour l'aiguitage, c'est vrai que j'avais fait l'erreur entre feutrage et aiguitage. Et je l'avais dit, je ne connaissais plus le Ouais. nom. Je savais bien qu'il y avait un autre nom. Je ne suis pas expert en Mais laine. la photo, il est marqué feutrage, mais la photo, c'est de l'aiguitage. Ah, OK. Et je pense que ça, on a encore des usines en Belgique. Les panneaux d'isolant sont faits en Belgique. En Flandre. Oui, il y a une usine en Flandre. Donc, voilà. Et apparemment, il y a une volonté d'en développer en Lorraine, si j'ai bien compris. Oui, oui. Donc, Euh, Moslène, qui est à voilà. l'initiative
de l'ex-filière laine en Wallonie et du projet des filènes avec la Lorraine. Et donc, c'est une coopérative d'éleveurs, mais dans laquelle sont impliqués les pouvoirs publics, le parc naturel de Lorraine. Et donc, ils sont en train de créer une usine qui va faire de l'isolant et du feutre, mais du feutre à l'eau. Donc, vraiment le feutre classique, on va dire. Et je pense que sur la Lorraine, ils ont autant de moutons que nous sur toute la Wallonie. Ouais, peut-être même un peu plus. Ouais. C'est quand même un pays où il y a un peu plus de moutons. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et c'est vrai que nous, au niveau du Collège des producteurs, on travaille sur les filières ovines et caprines, Benjamin, mon collègue et moi-même. Et effectivement, la laine fait partie des coproduits de l'élevage qui, actuellement, ne sont, je ne vais pas dire jamais, mais de moins en moins valorisés. Et malheureusement, on ne voit pas de solution à court terme permettant ne fût-ce que de ramasser la collecte 2023. Je dirais pas que la laine est de moins en moins valorisée, mais qu'il y a une vraie stagnation parce qu'il n'y a pas de nouveaux projets vraiment de valorisation depuis plusieurs années. Voilà, où le concept, l'anado, enfin, moi, j'achète, je transforme 600-700 kilos de laine par an. Ben, voilà, j'ai commencé avec 500, je suis à 700, mais c'est pas une grosse augmentation, mais il n'y a pas eu vraiment de nouveaux projets d'ampleur pour la valoriser. Les projets qui existent depuis pas mal d'années, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça s'est effondré parce qu'on a perdu l'export, hein, il faut être honnête. L'immense majorité des laines étaient exportées et étaient exportées en l'état. C'est ça aussi. Enfin, on n'a pas, au niveau de l'élevage, on n'a pas travaillé que dans le bon sens. Tout à fait. Moi, j'ai vu des curons il y a 10 ans que les éleveurs avaient mis des briques au milieu de la laine, ils avaient mouillé la laine de façon à ce qu'un curon censé faire 60 kilos, il en fasse 90. Mais les Chinois, ils sont pas plus bêtes que nous, hein. Mais Quand ils ont eu X curons comme ça qui sont arrivés, ben voilà. Et comme en plus les laines collectées en Belgique, ben, c'est plein de races différentes, donc il n'y avait aucune homogénéité dans les curons. Ben, forcément, c'est des pays comme les nôtres, on a été les premiers aussi à être rejetés des marchés internationaux parce qu'il n'y a pas de. et on a le même problème avec les cuirs, hein. Hier, on voulait, parce que les cuirs, on les jette aussi à 100%, on essaye de se tracasser de comment valoriser les cuirs. Le pire, c'est qu'on a encore toute la compétence pour ça, que ce soit la laine ou les cuirs. Quand je dis Belgique, enfin, même à une distance relativement raisonnable en camion, on a toute la compétence, on a toute la volonté de le faire. Des gens, franchement, passionnés par des produits qui ne sont pas les plus sexy, que ce soit le cuir ou la laine. Moi, je pense toujours au gars de chez Tretex qui doit poigner dans des tonnes et des tonnes de laine pour la mettre tout gras. Je pense qu'à un moment, il doit en avoir marre et courage à lui. Ils sont passionnés par ça, ils ont la volonté de le faire et on a en fait la majorité du temps pas les consommateurs qui suivent pour pouvoir développer des systèmes énormes. Et quand je parle des consommateurs, je veux On même ne leur dire… propose pas de produits non plus aux consommateurs, hein. Je veux dire, Ah non, on non, est et même on au est niveau combien à industriel, proposer quoi. des produits? Moi, à plein de réunions avec des éleveurs où il y avait beaucoup plus d'éleveurs que ce soir, hein, parfois devant, même en Moselle, il y a quelques années et en Wallonie, parfois devant 30, 40 éleveurs, je leur disais, OK, combien parmi vous, éleveurs de moutons, combien parmi vous portent des chaussettes en laine? Combien parmi vous mettent des semelles en laine? Combien parmi vous dorment sous une couette en laine? Combien parmi vous ont un gilet en laine, un matelas en laine, un bonnet en laine, des gants en laine? Combien parmi vous, éleveurs de moutons? Donc, il y a à la fois, OK, il y a pas de consommateurs, mais en même temps, on ne propose pas de produits non plus. Donc, il faut des gens qui disent, voilà, OK, j'investis X et je fais des produits et alors, il y a des consommateurs. On voit très bien les réussites. Pauline a pris quelques photos de laine paysanne en France. Il y a des vraies réussites de produits en laine, mais il faut des produits. Donc, il faut que quelqu'un, que ce soit un éleveur, un tondeur, une association, une coopérative,
une ferme pédagogique, un designer, une école, une PME, que sais-je, il faut que quelqu'un dise, OK, j'achète 2 tonnes, je transforme, je fais des produits et je commence à les vendre, comme dans n'importe quelle autre filière de transformation. Si personne fait des produits, Ah oui, je pense même à l'aide des feutres industriels pour utiliser dans des usines ou autres. Enfin, même ça, on n'en trouve plus beaucoup hein, parce que on en discutait avec le collectif tricolore. Dans les costumes de pompiers, il n'y a plus rien en laine. C'était encore le cas il y a une vingtaine d'années, quoi. Donc, ça dépend peut-être des pays, hein. Il y a des pays où c'est encore en ah oui, oui, là c'était en France. Mm. Mais même du tapis, enfin, combien de moquettes se retrouvent dans les bureaux, il n'y a plus aucune laine dedans. Et pourtant, si demain on fait de la moquette, je pense que ce n'est pas des laines de très très haute qualité qu'il faut pour faire de la moquette. Bien sûr. Et on en couvre quand même déjà des kilomètres carrés par an. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, et ça peut être n'importe qui dans toute la chaîne de production. Ça peut être un designer pointu, ça peut être un éleveur de moutons. Donc, n'importe qui de la chaîne peut dire à un moment donné, OK, j'y vais. J'achète de la laine, je la lave, je la fais transformer et je vais sur le marché avec mes produits. Et c'est ça qui manque aujourd'hui en Wallonie. Alors, j'ai pas dit que grâce à ça, du jour au lendemain, on allait valoriser les 400 tonnes annuelles. Mais il y a une variété hallucinante de produits qui peuvent être faits avec la laine. Quand on voit avec le fil, avec le tissu, avec le feutre, avec les isolants, avec du feutre, on peut tout faire, hein, avec du feutre industriel. Enfin, voilà, moi j'ai des rouleaux, ils font 30 mètres sur 1,80 m. C'est pas des immenses rouleaux, mais on peut tout faire avec ça. C'est incroyable. Donc, voilà, mais il faut des gens qui investissent et qui créent des produits. Parce que Et s'il n'y a pas de produit, il n'y aura pas de valeur ajoutée sur la laine. non, et l'énorme avantage, enfin, il n'y a pas longtemps que je travaille au Collège des producteurs, seulement depuis 9 ans, mais en creusant un peu cette question, depuis quelques mois, notamment grâce à Pauline, qui est vraiment très, très experte en la matière, euh, on se rend compte quand même petit à petit que toutes les usines qui travaillent de la laine travaillent à façon. Donc en réalité, on pourrait arriver à des produits finis sans même soi-même mettre la main dessus, juste en prenant l'entièreté du risque. Hein, mais je veux dire, le lavage, ben, en fait, les usines sont là, on n'a qu'à les utiliser. Le cardage, les usines sont là et travaillent à façon. J'ai été voir la filature là, de Potter. Ils font aussi à façon. Tout le monde fait à façon. Du coup, en fait, on doit prendre le risque et développer les produits. Mais en Oui. réalité, on n'a même pas besoin d'investir dans des machines, dans des process industriels ou de devenir un Tout à fait. expert dans n'importe quelle étape de la filière. Il suffit d'avoir le courage de le faire et les finances que pour arriver à développer le produit fini. La seule étape qui manque, mais qui ne manquera plus grâce au projet en Moselle, c'est le feutrage à façon, le feutrage à l'eau à façon. Donc ça, jusqu'ici, il fallait aller en Allemagne quand même relativement loin. Moi, je suis obligée de produire en Allemagne parce qu'il n'y a aucune usine en France qui le fait à façon en utilisant les laines qu'on apporte. Et donc, cette étape-là, ce problème-là sera résolu avec l'ouverture de l'usine en Moselle qui est prévue pour 2024, s'ils tiennent leur planning. Et sinon, le feutrage, il se fait comment s'il ne se fait pas à l'eau? Ah ben, c'est de l'aiguitage. OK. Et Donc, du coup, on feutrage, n'a pas la même qualité de produit. c'est à l'eau. Non, ça donne vraiment, vraiment pas. Si vous prenez, c'est difficile à expliquer évidemment sans avoir les matières en main, mais vous imaginez de l'isolant, comme vous connaissez, ça typiquement c'est de l'aiguïté. Et donc si vous mettez vos doigts et que vous tirez les fibres, ben, vous allez pouvoir vraiment prendre les fibres, elles vont partir. Donc vous imaginez ça en beaucoup plus fin, qui ferait 1 centimètre d'épaisseur par exemple. Eh bien, vous pouvez pas l'utiliser comme, je sais pas moi, comme galette de chaise ou comme veste, parce que le boulochage, parce que le frottement va d'abord faire boulocher, et puis va déstructurer complètement le truc qui va être foutu, quoi. Parce que c'est quelque chose qui ne résiste pas au frottement et à la traction. Alors que le feutre résiste au frottement et à la traction, évidemment, selon les densités, mais avec une densité importante, le feutre est hyper résistant. Vraiment très, très résistant. Et donc, quand on voit des produits, j'ai vu des produits comme ils s'en servent comme bâche en horticulture, c'est de l'aiguïté alors. Ah oui, oui, oui.
Ok, c'est pas du. Moi, ok, moi j'appelais ça du feutre, mais c'est pas du coup. Mais malheureusement, il y a vraiment j'allais dire un abus de langage, mais tout le monde utilise les deux mots un peu mélangés. Mais pour le paillage, clairement c'est de l'éviter pour une raison aussi très simple, c'est que le coût de production entre l'aiguilleté et le feutre, il est de 1 à 10, quasiment de 1 à 10. Donc pour pailler, faire des rouleaux de paillage, payer le prix du feutre, ce serait complètement fou, quoi. Peut-être le feutre absorbe peut-être moins l'eau et se dégrade moins vite. Bah, il est plus dense, donc il va sans doute se dégrader moins vite. L'absorption de l'eau, non. Là, à mon avis, c'est similaire, mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens de payer 10 fois le prix pour faire un paillage, quoi. Ouais, je comprends bien. Merci beaucoup, en tout cas. Mais c'est un produit très intéressant. Je travaille avec une entreprise qui est dans le sud de la France qui propose aussi du paillage, un peu comme où le concept le propose. Et eux, ils ont trouvé une solution, mais que Tretex refuse, c'est de laver la laine, je sais pas, c'est à moitié ou à 2 tiers, un truc comme ça. Donc, elle n'est pas lavée à fond. Donc, le prix du lavage est moins cher et en même temps, la laine garde un peu de matière azotée, on va dire. En plus, elle n'est pas tout à fait propre et elle est intéressante pour le sol. Mais ça, c'est pas possible à faire avec Tretex. Ouais, il y a peut-être des raisons réglementaires aussi derrière. L'Espagne est soumise aux mêmes réglementations que nous. Oui, Hein. oui. Enfin, Mais je crois que Tretex a aussi une réputation et un enjeu de qualité du lavage qui est connu depuis des décennies. Et donc, ils n'ont pas envie de faire du lavage à moitié et qu'on puisse après dire, ah, mais ça a été lavé chez Tretex, ah, ben, c'est lavé à moitié. Non, Tretex ne va pas transiger là-dessus. Alors que, voilà, d'autres usines peuvent avoir différentes façons de laver. mais pour les réglementations, notamment sur l'utilisation des pellets, les pellets, ils existent en Allemagne, ils fonctionnent très, très bien. En Euh, Suisse, en Autriche, il y en a plein. ouais. En Et ben, la Irlande. Suisse ne sont pas soumis au règlement européen, mais l'Allemagne et l'Autriche, oui. Et en fait, ils ont obtenu des dérogations pour faire des hygiénisations plus légères. Et c'est ce que Pauline essaye d'obtenir, ce qu'on n'a pas pour le moment. Mais l'objectif, oui, on a tous la même loi européenne, mais les interprétations, ça, sont un peu. Là, on le voit depuis le début avec cette loi-là. Donc, Maintenant, je voilà. trouve que cette histoire de pellet, c'est vraiment intéressant pour valoriser la biomasse, ce qui est l'objectif de Valbium, mais c'est pas ça qui va payer les éleveurs. Non. Je veux dire, quand on fait des produits à basse valeur ajoutée, on peut pas acheter la laine aux éleveurs à un prix correct, ne fût-ce qu'un prix qui couvre la tonne. Et Non. donc, si on veut développer si on veut se dire qu'on paye correctement les éleveurs, donc je dirais au-dessus d'1,50 €, au-dessus de 2 €, alors ça ne peut d'office pas être dans les filières type pellet isolant, puisque là, ils seront invendables si on paye la laine correctement. Mais donc, il faut peut-être serrer tel type de laine pour voilà, les camions poubelles et les pellets à voir. Et malgré tout, d'autres types de laine, la laine de Texel, faire des couettes, elle est juste magnifique. Il y en a plein de Texel. Pour faire Ah oui, oui, c'est des sûr. couettes, des oreillers, c'est quand même des produits à plus haute valeur ajoutée que le pellet qui sert dans le tête. C'est sûr qu'il n'y a pas une voie à aucun moment, que ce soit dans n'importe quoi au niveau des systèmes d'élevage. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une façon d'élever, il n'y a pas une façon. Non, il y a plusieurs façons. Donc, il y aura plusieurs voies de valorisation. Ça, c'est certain. Et espérer payer le tondeur, même avec de la laine à 6 €, essayer de payer la tonde d'un mouton unique. Je ne connais pas de tondeur qui vient pour 12 € tondre un seul mouton. Ce Non, ne bien serait pas sûr. rentable pour lui non plus, juste de faire le déplacement. Donc, il n'y a pas d'objectif de rentabilité chez ces petits éleveurs-là. Donc, voilà, on s'en tracasse relativement moins dans ce sens où c'est un animal de compagnie. Il a son rôle d'animal de compagnie. Je connais assez peu de chiens et de chats qui sont rentables quand ils sont élevés tout seuls dans une maison et qui servent de chiens pantouflards, quoi. Mais voilà, c'est exactement Voilà, la mais même donc chose. c'est pour ça que c'est intéressant de développer des produits à plus haute valeur ajoutée qui vont alors s'adresser aux éleveurs qui ont plus que 50, 100 moutons et qui, eux, ont vraiment besoin d'un débouché. Celui qui a 2 moutons, il peut toujours, au pire, le pailler la laine dans son jardin. Mais, D'où notre idée, qui n'est actuellement qu'une idée, de pousser les éleveurs à tondre eux-mêmes, à laver eux-mêmes et à laver par tonne.
Une tonne, c'est pas tant que ça, c'est 500 laines, 600 laines. Donc, ils savent même s'accorder à 2 ou 3. Quand ils s'accordent à 2, bah, ils ont vite 500-600 moutons, 500-600 laines. Mais voilà, ce n'est pas accessible à tout éleveur, bien forcément, vu qu'on a que 150 éleveurs de plus de 100 moutons. Et si on a déjà une solution pour eux, on retire déjà 37 000 laines du circuit. Oui, mais bon, comme vous disiez tout à l'heure, il faut savoir quel usage on sera fait, hein, parce que, par exemple, si on prend des lots homogènes, où on met par exemple que du Texel, on a une laine super gonflante, super élastique, ben oui, on doit vraiment aller vers la literie, par exemple, mais moi, je fais du fil, je fais du tissu, ben, je fais un mélange. Je fais un mélange pour avoir le gonflant du Texel et la douceur de l'Est à laine mérinos que j'achète en Lorraine, puisque malheureusement, il n'a pas en Wallonie. Euh, mais voilà, ça donne un équilibre. Mais si on ne sait pas ce qu'on va faire après avec la laine, ben, on ne sait pas éventuellement la mélanger, on ne sait pas choisir, on ne sait pas la trier en fonction de. Donc, on en revient au même truc. Il faut décider de faire des produits. S'il n'y a pas de décision de faire des produits, ça ne sert à rien d'avoir des balles de laine lavée dans les hangars, quoi. Non, 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 bien sûr. Et rendre ces produits accessibles sur des marchés, parce que quand on voit certains circuits de valorisation sont très, très bons, mais en fait, il faut vouloir le produit pour le trouver, parfois. Oui, bon, ça, c'est après, c'est comme tous les marchés émergents. Il faut travailler le marketing, il faut travailler la communication, les Et du images des coup, ça marques. coûte énormément. Donc, ça, c'est ça. Et ça se fait pas Pas du jour au en lendemain. 3 jours, hein. Il faut. Non, non, il faut du temps et sensibiliser les gens et trouver des débouchés. Ça, effectivement, je suis 100% d'accord avec vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres échanges que vous voulez faire. Si vous voulez que je vous présente l'histoire des pelets, j'ai 2-3 slides dessus que Pauline m'avait filé. Je ne vois pas de réaction. Je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin. Il est 20h30. Nous, ça fait 1h15 qu'on a démarré. Ouais, je pense que c'est quand même intéressant de présenter ce projet-là dans les grosses lignes, tout du moins. Ok, ça. De toute façon, si quelqu'un est intéressé, il peut toujours contacter Pauline par la suite. Ouais, ouais. Là, il y a mon écran normalement. Hop. Donc, l'idée de la granulation, elle est relativement simple en fait. C'est de se dire qu'on a de la laine qui vaut 0 et qui est, en fait, on est arrivé à la fin du circuit. Elle vaut moins, on y regarde moins. Du coup, elle vaut encore moins. Du coup, on y regarde encore moins. Du coup, on arrive à 0. Ça, c'est l'idée. Et la valorisation du collet, c'est on ne la nettoie pas, on sait laisser les végétaux et les onglons quand c'est mal tondu et on valorise tout dans un pellet pour redonner un petit peu de valorisation et essayer de revenir en arrière dans ce schéma de cercle vicieux descendant et essayer de refaire un cercle vertueux. Alors, effectivement, ce n'est pas du pellet qu'on utilisera en benne dans des épandeurs pour mettre sur des hectares et des hectares. Hein. Ce sera plutôt pour le niveau garden. Hein. Donc ici, on a des exemples en Allemagne, on a des exemples en Autriche qui fonctionnent relativement bien dans des conditionnements relativement petits et avec des valorisations en termes de prix qui seront relativement élevées. Maintenant, ça, on va le voir plus loin, ça coûte un peu en main-d'œuvre. Et comme on peut le voir en dessous du Farm Wild Valley, là, on est sur un 9-1-2, donc en NPK, donc 9 unités d'azote, un NP, donc une unité de phosphore et 2 de potasse. Donc des niveaux nutritionnels relativement similaires à un produit pour géranium. Alors, quelle laine on va utiliser pour ça? En fait, les laines sales, les laines courtes, les laines feutrées, les laines stockées depuis quelques années, tous ces curons qui traînent chez nous en ferme depuis 2, 3, 4 ans. Les tongs, par exemple, juste de cul parce qu'on on veut les rendre propres pour éviter des miasmes. Les tongs d'agneau, les doubles tontes, voilà, vraiment toutes ces laines de basse qualité. Voilà, typiquement, la laine du milieu, bah, c'est une laine qu'on peut retrouver très, très régulièrement dans des tontes de petits troupeaux où on tombe dans la loge au milieu de la paille.
Alors, une chaîne de production, hein, donc en voici une avec un système d'hygiénisation par vapeur. En fait, on envoie de la vapeur autour et dans la laine, tout simplement pour tuer l'entièreté des bactéries présentes et pour évacuer un maximum de ces micro-organismes qui pourraient être vecteurs de maladies ou vecteurs de toutes choses. Ce système c'est une pasteurisation qu'on aimerait bien effectuer, que Pauline regarde, plutôt qu'une hygiénisation complète, l'hygiénisation complète étant trop onéreuse. Ensuite, un système d'alimentation, une presse, un système de transport et enfin une sortie des pellets. Une capacité de production de 200 tonnes par an pour la chaîne ici, présentée par EcoCraft. Une capacité de transformation de la chaîne. La chaîne est capable de valoriser différents types de produits. Pardon. Ce n'est pas de transformation de la chaîne. La chaîne, si demain ne tourne pas à la laine, elle peut tourner pour faire du pellet déshydraté de luzerne. Elle peut tourner pour faire du pellet de bois, pour faire d'autres pellets. En fait, c'est relativement simple pour faire d'autres types de pellets avec la même chaîne. Donc, 200 tonnes par an, laine ou non. Un prix quand même relativement modeste pour une chaîne de cette taille, donc 250 000 €, ce qui est encore facile à mettre en place au niveau wallon. Et en fait, le plus gros problème, ce que j'expliquais tantôt, c'est le cadre réglementaire. Donc, on a besoin d'une hygiénisation. Hein, donc, une hygiénisation, soit on le fait par lavage industriel, soit c'est la stérilisation à 5 heures à plus de 100 degrés, soit une autorisation sanitaire dans chacun des pays producteurs nous donnant une dérogation. Donc, la catégorie 3, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est du sang, des plumes, des os, c'est exactement la même chose, des déchets d'ateliers de découpe. Hein, on va retrouver des tendons, par exemple, là-dedans, énormément de choses. Ce que Rendac, en fait, transporte majoritairement. Et donc, demain, hein, ce qu'on peut voir quand même, de manière générale, c'est qu'on a une diminution des élevages bovins, une valorisation des intercultures, une augmentation des surfaces pâturables par les ovins. On a une terre d'élevage, hein, donc on a quand même toujours connu l'élevage. On sait faire quand même des moutons relativement bonne qualité en viande. Et donc, Pauline essaye de pousser une réflexion sur la filière autour d'un autre mouton avec une sélection raciale et une amélioration du cheptel pour sa qualité lainière. Bien entendu, ce n'est pas demain la veille qu'on va développer des troupes à objectif pure laine en Wallonie. Je ne suis pas sûr que même les troupes où l'objectif principal est la laine, ils n'ont quand même pas des objectifs viande. Et ici, on est un peu petit pour pouvoir se permettre ça. Maintenant, comme expliqué au début, le niveau qualité de la laine est très héréditaire. Certaines races, dans leur concours, je pense que c'est le charolais, mais à vérifier, effectuent encore un contrôle laine, un concours laine, quand ils font les concours de viande. Donc, c'est relativement encore utilisé dans certaines races et héréditaire, c'est très bien. Et enfin, voici toute une série de races plutôt typées laine, avec cette belle race Arastac dont Pauline. C'est le Wensleydale. Voilà. Et apparemment, il y a un troupeau qui est chez Patrice Rampanelli en Gaume. Ouais, et qui se développe apparemment, un tondeur en possède de plus en plus et essaye de développer une filière autour de la valorisation de cette laine de mouton dont je n'arrive pas à prononcer le nom, qui fonctionne assez bien apparemment. Hein, donc, c'est une en valorisation pour des artisanes, hein, pour des aspects artistiques. C'est des gens qui achètent par 500 grammes ou par 1 kilo. Voilà, c'est même pas une toison. Parfois, souvent, c'est acheté même pas une toison. Alors, il y en a parfois, c'est vendu une toison entière pour feutrer la toison et garder les boucles. Et ici, l'éleveur que je connais, puisque c'est celui avec lequel je travaille depuis longtemps, qui a ce troupeau, c'était le premier à développer ce troupeau en Wallonie, cette race en Wallonie. Mais il a fait un test de fil, par exemple. Une année, il n'avait pas vendu toutes ses toisons, donc il a fait faire du fil. Voilà, mais il y en a plus. Donc, et je suis pas sûre qu'il va en refaire. Mais donc, c'est vraiment tellement spécifique que c'est vendu pour l'artisanat, parfois même boucle par boucle, quoi. Donc, ça ne pourra jamais être des quantités. Ah ouais, non. Je ne sais même pas si ça vaut en qualité bouchère, je dois bien l'avouer. Mais lui, il vend ses agneaux en colis, mais les croisés. Donc, croisés Wensleydale avec son Texel ou son Suffolk. Ok. Ouais, du coup, ça remet peut-être de la qualité.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire, hein, quand on voit déjà l'Île-de-France, un mouton relativement bon en viande, avec des qualités lainières non négligeables. Ça, c'est certain. Et donc, voilà, ça, c'est la réflexion pour demain. Ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'on va vers une augmentation du troupe de moutons. En tout cas, on la voit, on la connaît, on sent qu'il y a une volonté. Il y a des filières viande qui se développent, il y a des filières lait qui sont plus encore, je vais dire, ponctuelles pour le moment, mais qui tendent à vouloir se développer en lait. C'est plus aux prémices que la viande où ça commence à être bien développé, le lait, c'est en cours. Mais on sait qu'on va vers plus de ça, c'est plus accessible aux femmes, c'est moins d'investissement le mouton, c'est relativement bien soutenu au niveau de la politique agricole commune. La rentabilité, je pense qu'elle est là de manière générale, vu que depuis 2015, on installe 25 jeunes. Alors, à moins qu'ils aient tous arrêté et que c'est 25 nouveaux fous qui s'installent en plus des gens qui arrêtent. Mais je pense que depuis autant de temps, avec 8 années de recul, on peut quand même dire que c'est quelque chose de rentable puisque les jeunes restent. Et donc voilà, de nouveau les coordonnées de Pauline. Moi, j'ai fini au niveau du diaporama. Je suis encore disponible pour tous les échanges. Et juste rappeler que donc, cette vidéo a été enregistrée, on va la remettre en ligne. On est disponible. Si vous voulez mes coordonnées, je peux les mettre aussi dans la discussion. C'est vrai que, en fait, comme j'avais pris le PowerPoint de Pauline, je n'ai pas mis mes coordonnées. Je peux partager mon écran, j'ai ouvert une… Ah ouais. Je pense que je partage plus le mien. Par rapport à la sélection de la laine, est-ce qu'il y a des réflexions autour de l'Est-Haleine Mérinos? En fait, nous, quand on a des éleveurs qui nous proposent de développer un élevage, on ne les oriente pas trop sur la race. En fait, pour nous, la race, c'est un choix de l'éleveur. Et c'est… Bon, moi, je suis éleveur aussi de moutons après journée. J'ai une race que j'aime très, très bien et il y a des races que je ne supporte pas et qui pourtant ont de très, très bonnes qualités. Et juste personnellement, je n'ai pas d'affinité pour une race et j'en ai pour une autre. Et donc, on ne pousse pas les gens vers une ou l'autre race. On donne les qualités et les inconvénients de chaque race. Mais effectivement, on entend assez peu de mérinos. J'avoue que comme Pas ça, du je suis sûr mérinos, qu'il doit y hein. en avoir, mais je ne connais pas vraiment. Le mérinos, il supporte pas, enfin, on est beaucoup trop au nord pour le mérinos, mais il y a une race qui s'appelle l'Est-Haleine Mérinos, qui est la race principale en Lorraine, en Moselle en particulier, là où il y a le projet d'usine. Il y a des dizaines de milliers de moutons Est-Haleine Mérinos, donc en Lorraine, en Alsace, et puis dans les régions allemandes qui sont juste à côté. C'est une race qui a des qualités bouchères, en tout cas en croisement, et qui est très rustique et qui a une laine très fine, suffisamment longue, très douce, qui a vraiment une grande qualité de laine, quoi. Et j'ai jamais compris comment ça se fait. Enfin, moi, je suis située en Gaume, je suis à quelques kilomètres de la frontière française. Il y a des élevages avec 600, 800 Est-Haleine Mérinos qui sont à 20 kilomètres de chez moi en France. Et il y a, je crois, 40 ou 50 têtes sur toute la Wallonie. J'ai jamais vraiment compris pourquoi cette race n'était pas du tout implantée en Wallonie alors qu'elle est dans des régions qui sont vraiment juste à côté. Et puis une toute dernière chose, c'est que j'avais assisté à une conférence il y a déjà pas mal de temps en Italie avec des chercheurs, mais j'ai jamais retrouvé la publication scientifique, qui avait vraiment mis en évidence que la meilleure rentabilité pour un élevage, c'était lait, laine et enfin ou bien lait, qu'est-ce que j'ai dit, lait, laine ou viande, laine. Et donc à partir du moment où l'éleveur arrivait à correctement vendre sa laine, ben, c'était les élevages les plus rentables, c'est une double valorisation en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on l'oublie très souvent. Parfois, maintenant, les éleveurs ont plutôt tendance à chercher des races où il n'y a pas de laine, alors qu'ils pourraient, si leur laine était vraiment valorisée, ça augmenterait ben, voilà, les rentrées de leur élevage. Donc, ça pourrait être intéressant. Maintenant, pour vous répondre, l'Est-Haleine Mérinos, j'avoue que je dois demander vraiment à l'AOE avec leurs techniciens. Je pense qu'ils auront plus de réponses que moi sur les races.
pourquoi il y en a en Lorraine plus que Je chez crois nous. que c'est une tradition. C'est Oui, plus il y une a souvent, tradition parfois, c'est que… une question de tradition. Et quelques éleveurs ici, on voit se développer majoritairement de l'Île-de-France. Bon, elle a énormément de qualité, cette brebis, Oui, hein, il faut rester honnête. Mais on a aussi 2-3 locomotives de l'Île-de-France oui, qui, du coup, ont pas un bâton de pèlerin, parce qu'ils adorent cette race et ils en parlent très, très bien. Ils ont bien raison, hein. Attention, je ne fais aucune critique là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette race se développe super bien parce qu'il y a quelques locomotives. Si ça se trouve, bien sûr, s'il y a 30 ans, ils avaient bien aimé l'Estalen Mérinos, peut-être que cette question n'aurait même pas lieu d'être tout à aujourd'hui. fait. Je n'ai pas tout à fait la réponse. Après, pour la rentabilité, ce que je peux dire, c'est qu'on a fait un congrès de la fédération, enfin, le collège de producteurs organisait le congrès de la Fédération nationale ovine en 2017 en Wallonie. Et à ce moment-là, ils avaient fait des calculs précis sur ce que gagne un élevage. Et les élevages qui, à l'époque, vendaient la laine aux alentours de 90 centimes, je pense, à peu près pour l'exportation, si mes souvenirs sont bons. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on était quand même à 8% du chiffre d'affaires sur la laine, quoi. C'est quand même pas négligeable sur C'est pas négligeable. Et si on fait des produits, ben, on peut très facilement doubler. Ah oui, oui, oui. Donc, Doubler. Et alors en plus, je dirais qu'à partir du moment où on se dit qu'on a un élevage à double valorisation, ça veut dire que dans la sélection de renouvellement, on va être attentif aux qualités lait de l'animal, enfin des jeunes, et aux qualités de laine, et de même pour la viande. Donc ça veut dire qu'on va éventuellement petit à petit augmenter la qualité des toisons, le poids des toisons, etc. Donc si on a ce critère-là en tête quand on a ces agneaux de renouvellement, ben, on augmente aussi la qualité au même titre qu'on augmente la prolificité, tous les autres aspects qu'on regarde dans la génétique, quoi. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être mentionné aussi quand certains réfléchissent à leur rentabilité future. ouais, et dans certaines races, hein, en France, énormément d'éleveurs belges et wallons achètent des béliers en station de sélection en France et Oui, autres pour améliorer. Dans certaines races, c'est un des critères utilisés. Et alors aussi, pour peut-être conclure là-dessus, il y avait de l'argent, enfin, les centres de formation ont des budgets pour développer des formations sur la tonte, pour essayer d'améliorer la qualité des tondeurs, hein, parce que c'est aussi un facteur limitant. Il n'y a quand même pas que l'élevage, il y a aussi la récolte, qui est très, très limitant pour le moment en région wallonne. Et donc, on a des formations qui vont s'étaler sur 23, 24 et on espère retrouver des budgets pour 25 à 27 sur la tonte pour améliorer la qualité des tondeurs et du coup des chantiers de récolte. Ça, normalement, les informations vont sortir dans les jours qui viennent. On a fixé les dates hier. et vous allez associer des trieurs Dans un premier temps, non, parce que la formation est cadrée dans le budget 22, 23, 24 sans la notion de trieur, quoi. Donc, en fait, la principale raison, c'est, et bon, il faut jouer, quand on joue avec de l'argent public, jouer avec ce genre de schéma. En fait, comme la laine ne vaut plus rien, la tonte est devenue un coût, et donc former les tondeurs à tondre eux-mêmes, c'est pour réduire ce coût. Et donc, voilà comment on a réussi à faire passer l'idée de valoriser des formations en tonte de mouton. Et donc, forcément, ben, le tri de la laine pour un produit qu'on a commencé en disant que ça ne valait rien et que la tonte était un coût, ben, c'est plus compliqué, quoi. On essaie step by step et on essaye d'avancer avec en fait les cartes qu'on peut activer et qu'on peut mettre en place, quoi. Et ce n'est pas toujours évident. Super. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions ou quoi. Sinon, moi, je vais vous remercier d'être venu. M'excuser encore pour le petit délai au départ où j'ai eu un petit souci en fait avec il me manquait un code que j'avais oublié. Et c'est ça qui m'a pris un peu du temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Pauline. Le PowerPoint sera disponible. Nous, on est disponible aussi. Nos coordonnées, si même vous regardez sur le Collège des producteurs, le site internet, vous trouverez nos coordonnées facilement.
ne faut jamais hésiter à nous téléphoner. Pour l'entièreté de vos questions en mouton et en chèvre, surtout les côtés institutionnels, les côtés techniques, je vous renverrai quand même plus rapidement vers l'AOE, même si on sait répondre à pas mal de questions. Et sinon, ben voilà, je vous remercie d'être venu, merci d'avoir participé. On refait une petite visio de ce type au mois de décembre sur la filière chèvre et les potentiels de développement en chèvre laitière surtout, en chèvre viandeuse, et les possibilités de valorisation en chevreau et en lait en Wallonie. Parfait. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Un grand merci à tous. Bonne soirée.